Alors, nous revoilà pour nous pencher cette fois sur les enjeux du livre 2. Vous allez voir, je pense que je me suis un peu améliorée, ça devrait être un peu moins barbant. Enfin, j'espère. Je vous propose de parcourir le livre 2 en nous arrêtant d'abord sur les lectures linéaires. Vous savez qu'on n'en fait pas dans le livre 1, mais qu'elles sont prévues dans le livre 2. Et j'en avais prévu 4. Il n'y en aura que 2 ou 3 sur votre liste définitive. Néanmoins, je garde les 4 initialement programmés pour cette première approche du livre 2. Je vous suggère, et vous le savez, genre main de fer dans un gant de velours, quand je suggère en réalité j'ordonne, je vous suggère donc d'avoir les textes sous les yeux, euh, et de les relire avant chaque arrêt sur ces lectures. La première, vous la connaissez, je l'ai développée en classe sous vos yeux ébahis. Elle était tellement bien, et en fait tellement longue, qu'elle pourrait aisément devenir un commentaire. Son intérêt principal était de nous introduire dans le milieu le plus privilégié qui soit sous la Restauration, seconde Restauration, la noblesse parisienne, et d'y retrouver notre Juju, pas fier, il faut bien le dire, et loin d'être encore assez affûté pour se frotter aux jeunes langues de vipère, autrement désignées dans le texte par le groupe nominal les Amis de Mathilde. On le savait, la scène le confirme, Sorel a encore du chemin à faire. Vous le voyez, j'ai repris ici l'illustration de la fin du diaporama précédent. Elle représente le canapé bleu, mais pas un Julien sur une petite chaise en paille, etc. Un Julien qui plaît aux filles, manifestement, mais pas fier encore. Pour le moment, il apprend, toujours, à se tenir correctement, à tenir également sa tasse de thé et à se servir comme il se doit à table des couverts à poisson. La seconde lecture linéaire offre un contraste assez saisissant avec la précédente. La photographie du film de Claude Autant-Lara vous le montre assez clairement. Julien, Gérard Philippe à droite, a bien pris ses marques, et il ne dénote absolument pas parmi les invités au bal du duc de Ré. D'ailleurs, on peut lire au début du chapitre 8, 9, pardon, non 8, au début du chapitre 8, Julien était un dandy maintenant et comprenait l'art de vivre à Paris. C'est une citation à retenir éventuellement pour disserter sur l'ascension sociale et mondaine de notre héros. Toujours sur la photo du film, voyez la jeune fille. C'est Mathilde. N'est-elle pas admirative du secrétaire de son père? Belle évolution encore, sentimentale cette fois, ou plutôt progression indéniable dans la maîtrise de la séduction. Il ne s'agit pas vraiment de sentiments chez Julien finalement. Et chez Mathilde? Eh bien, disons-le, oui et non. Elle est moins amoureuse de Julien que du fait qu'il lui résiste. Ici, les progrès d'intégration sociale et de savoir-faire galant vont de pair. Il séduit la reine du bal, et il faut en convenir, disait un jeune homme à moustache dont l'épaule entrait dans la poitrine de Julien. Mademoiselle Fourmont, qui tout l'hiver a été la plus jolie, lui répondait son voisin, s'aperçoit qu'elle descend à la seconde place. Vois son air singulier. Vraiment, elle met toute voile dehors pour plaire. Vois ce sourire gracieux au moment où elle figure seule dans cette contredanse. C'est d'honneur impayable. Mademoiselle de la Mole a l'air d'être maîtresse du plaisir que lui fait son triomphe, dont elle s'aperçoit fort bien. On dirait qu'elle craint de plaire à qui lui parle. Très bien, voilà l'art de séduire. On passera sur la grossièreté de ces deux jeunes gens qui classent les femmes selon leur charme, ce qui bien évidemment n'a absolument plus cours aujourd'hui, et on notera donc que Sorel conquiert une proie qui est elle-même une experte de la séduction. Bel exploit. Mais Mathilde est aussi, en matière de jeune fille, ce qui se fait de mieux dans l'ordre social. Et donc, son admiration pour Julien confirme qu'il est capable à présent d'évoluer comme un poisson dans l'eau, au milieu de la haute société. Nous arrivons à notre troisième lecture linéaire, et l'on monte encore d'un cran dans la maestria séductrice de Julien. Il use néanmoins d'un stratagème on ne peut plus classique pour vaincre sa proie, Mathilde toujours,
Il la rend jalouse par sa liaison avec une autre, Madame Fervaques, sur laquelle, entre nous, il s'est en quelque sorte exercé, suivant les bons conseils du comte Altamira, pour s'assurer une conquête amoureuse absolue. La scène à laquelle nous assistons se termine par les mots que vous voyez apparaître à l'écran. Non sans que Mathilde se soit déclarée auparavant son épouse. Elle n'est pas l'épouse de Julien, si ce n'est de s'être unie charnellement avec lui et de porter son enfant. À ses yeux, c'est bien l'essentiel. Et Julien voit tout son intérêt dans cette déclaration. Il a raison, ça va marcher. Dans le même temps, le marquis de la Mole lui confie plusieurs missions diplomatiques, jusqu'à Londres notamment, qui permettent à Julien de faire valoir toutes ses compétences politiques et de monter encore en puissance auprès de son protecteur. Voilà notre héros qui atteint une sorte d'apogée. Le marquis ne peut que reconnaître ses mérites, regretter mais finalement admettre la situation de sa fille. Il offre à Julien une charge de lieutenant des hussards. La boucle semble bouclée. Celui qui devait se résoudre à réussir par l'habit noir accomplit son rêve de s'élever par l'armée. Le triomphe est complet. Bon, mais je ne vais pas tout vous raconter. Vous le savez, les beaux projets de Julien capotent, et pour avoir tiré sur Madame de Rênal dans l'église de Verrières, comme le séminariste Berthet tira sur sa maîtresse, souvenez-vous que Stendhal s'est inspiré de ce fait divers pour son roman, on y viendra juste après, le voilà au tribunal. Jugé par ceux qu'il a voulu égaler, en dépit de son origine sociale trop modeste. C'est mal parti. Et en plus, Julien va réclamer sa propre mort. Regardez l'extrait du téléfilm. Non sans introduire dans sa plaidoirie un réquisitoire contre les inégalités sociales. C'est à présent que la boucle est bouclée en fait. Condamné à mort pour avoir osé essayer de s'élever, Julien est ramené à ses origines sociales. Non pas condamné pour son crime, mais pour son audace. On peut peut-être ici s'autoriser un parallèle avec Meursault, l'étranger, de Camus. Condamné non pour son crime, lui non plus, mais pour n'avoir pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Ceux qui ont lu le roman de Camus me comprennent, les autres me comprendront bientôt. Je vous le disais, Stendhal s'est inspiré d'un fait divers, certains d'entre vous sont déjà au courant, et en fait il a un petit peu mixé plusieurs faits divers, mais enfin celui qui ressemble le plus au rouge et le noir, c'est l'affaire Antoine Berthet. Antoine Berthet est entré 5 ans plus tôt comme instituteur de ses enfants chez Madame Michou de la Tour, pour avoir le nom complet, qui est l'épouse du maire, et Antoine Berthet entretient avec elle une intense relation amoureuse. Il est découvert, il est renvoyé, et il intègre le grand séminaire de Grenoble. Avant de trouver un travail chez le comte de Cordon et de nouer une relation avec sa fille. Vous voyez quand même tous les points communs avec le parcours de Julien. Renvoyé une seconde fois, il accuse Madame Michou de ses déboires et il projette de la tuer. Il achète 2 pistolets et la trouve à l'église de Brangue, où il attend le moment où Dieu va paraître dans la communion. Bientôt il se lève, d'une main il frappe Madame Michou de 2 balles dans les flancs, et de l'autre il se frappe lui-même de 2 balles dans la tête. Dans les récits qui en sont faits, on apprend qu'une foule immense s'est pressée au tribunal, et qu'Antoine Berthet était d'une pâleur qui décelait de la souffrance. Julien Sorel, lui aussi, est d'une pâleur extrême, ce sont les mots de Stendhal, avant la mort. Le vrai Berthet, comme le personnage de Sorel, finissent exécutés. Alors, les enjeux du livre 2, bien entendu,
on y était déjà, mais on y revient de manière un petit peu plus cadrée, on va dire. Bon, et sans surprise, on retrouve au livre 2 les enjeux du livre 1. Mais aussi bien en termes de formation. Ah oui, au fait, vous vous souvenez, roman initiatique, roman d'apprentissage, eh bien, ça s'appelle aussi roman de formation. Bref, en termes d'initiation, d'apprentissage ou de formation, aussi bien qu'en termes de sentiments, sensations et séduction, les enjeux se font plus cruciaux au livre 2. Julien approche les sommets, il n'a plus du tout droit à l'erreur en quelque sorte. Mais, comme vous le voyez sous le portrait de Charles X, Sorel est né trop tard ou trop tôt, en tout cas dans une époque qui ne lui laisse quasiment aucune chance. L'organisation sociale sous Charles X n'est plus celle des trois ordres de l'Ancien Régime. Cette seconde restauration est une monarchie parlementaire, mais la difficulté à s'élever hors de son milieu d'origine n'en est pas moins considérable. C'est l'époque du suffrage censitaire. Ça veut dire que ne peuvent voter, et par conséquent avoir un certain poids dans la société, que les hommes. Les femmes, vous le savez, attendront encore plus d'un siècle. Donc que les hommes qui payent un impôt, le cens, un impôt supérieur à une somme qui est déterminée par le pouvoir. La somme du cens varie selon les périodes. Elle est particulièrement élevée sous Charles X. Pour information quand même, ce type de suffrage disparaît en 1848 en France avec l'avènement de la Deuxième République qui instaure le suffrage universel masculin. Il existe sans doute des hommes de la haute société comme le marquis de la Mole qui ne refusent pas d'aider les jeunes gens brillants comme Julien à réussir. Mais ce ne sont vraiment pas les plus nombreux dans le rouge et noir. Voyez comme les nobliaux et riches bourgeois de province et la plupart des mondains et politiques parisiens défendent leur précaré contre la jeunesse ambitieuse, mais pauvre ou sans sens. J'ai utilisé l'expression de précaré qui mérite que vous alliez voir ce qu'elle signifie et peut-être d'où elle vient. Et puis éventuellement, vous l'utilisez vous-même quand l'occasion se présente. En tout cas, les enjeux de réussite sociale sont un leitmotiv des romans réalistes, ces romans réalistes qui sont en phase avec les préoccupations de leur temps. Vous en déduisez que la réussite sociale est une vraie question du XIXe siècle. Les enjeux sentimentaux sont également très fréquents dans les romans en général, mais aussi dans les romans réalistes. Et comme on va le voir incessamment sous peu, ça devient compliqué. Pour Julien en tout cas. L'enjeu sentimental. Donc, je me penche un petit peu plus précisément sur cette question à présent. D'abord, il est assez éclairant de savoir ce que dit Stendhal de l'amour. Même si, une fois encore, il va falloir faire vite et par conséquent, je vais devoir un peu schématiser. Alors, Stendhal est connu pour sa théorie de l'amour, développée, ça tombe bien, dans un ouvrage qui s'intitule De l'amour et qui est paru en 1822. Il y développe le concept de cristallisation qui décrit les 7 étapes successives par lesquelles passe l'amoureux pour tomber dans un amour profond. Je cite. La première cristallisation commence. On se plaît à orner de 1000 perfections une femme de l'amour de laquelle on est sûr. On se détaille tous au bonheur avec une complaisance infinie. Cela se réduit à s'exagérer une propriété superbe qui vient de nous tomber du ciel, que l'on ne connaît pas et de la possession de laquelle on est assuré. Laissez travailler la tête d'un amant pendant 24 heures, et voici ce que vous trouverez. Aux mines de sel de Salzbourg, on jette dans les profondeurs abandonnées de la mine un rameau d'arbre effeuillé par l'hiver. 2 ou 3 mois après, on le retire, couvert de cristallisation brillante. Les plus petites branches, celles qui ne sont pas plus grosses que la patte d'une mésange, sont garnies d'une infinité de diamants mobiles et éblouissants. On ne peut plus reconnaître le rameau primitif. Ce que j'appelle cristallisation, c'est l'opération de l'esprit qui tire de tout ce qui se présente de la découverte que l'objet aimé a de nouvelles perfections. Cela suppose, avant la 7e étape, que Stendhal appelle seconde cristallisation, et qui correspond à l'amour inextinguible,
inextinguible dictionnaire. Donc cela suppose, avant la seconde cristallisation, une séparation. Il faut 3 mois aux cristaux de sel pour couvrir la branche de diamants, entre guillemets, les diamants, c'est du sel. Hein. Il faut un temps d'éloignement à l'amoureux pour redécouvrir la femme aimée, plus idéale encore qu'elle ne lui paraissait déjà. Je pense que tout le monde a compris la petite illustration de cristallisation ici. J'espère que tout le monde a à peu près compris le rapport que fait Stendhal entre ce temps de cristallisation et le temps qu'il faut à l'amoureux pour tomber dans un amour définitif. Et je pense que tout le monde se dit, bon sang, mais c'est bien sûr, ou plus probablement Damned, on reconnaît bien là la passion de Julien pour Louise de Rênal. Par conséquent, on peut dire que Stendhal illustre par la voie romanesque sa théorie de 1822. Je pense que Mathilde, vis-à-vis de Julien, vit elle aussi le processus de cristallisation, qui suppose également une part non négligeable d'idéalisation de l'être aimé. Mathilde l'idéalise, elle le sacralise, il faut bien le dire. Mais peut-être aussi que ce qu'elle aime en lui, c'est plus l'image d'elle-même que sa liaison avec lui renvoie. Qu'en dites-vous ? Et Louise alors, vous diriez quoi si vous deviez commenter ses sentiments ? Ceci dit, l'analyse des sentiments et des stratégies de séduction, le trouble des amants, les doutes et les revirements sont particulièrement bien analysés dans le roman de Stendhal. Pour le plaisir, les 7 étapes de la cristallisation, je vous les indique ici. Première étape, admiration. On admire la personne qui deviendra l'être aimé. Deuxième étape, on a plaisir à être en contact avec elle, d'une manière ou d'une autre, et souvent un contact en présence. Cela suscite une certaine espérance. Espérance de la revoir, espérance qu'on continuera de se parler de manière aussi plaisante, etc. Et c'est là que commence à naître l'amour, 4e étape, qui s'insinue peu à peu, pour aboutir à la première cristallisation. L'être aimé, idéalisé, on est sûr qu'on est aimé en retour, on est dans un amour presque un peu facile avant que n'apparaisse le doute. Et vous vous en souvenez, le doute apparaît souvent avec la distance, la séparation. Et on arrive à la seconde cristallisation. Et avec la seconde cristallisation, l'amour est scellé. C'est la théorie de Stendhal, hein, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Et je pense qu'on a fait un premier tour intéressant de l'œuvre de Stendhal. Mais on est quand même un petit peu passé à côté de l'essentiel. Enfin, j'exagère bien sûr. Hein. Mais l'essentiel, ce serait de s'intéresser, et il faudra le faire, à la beauté stylistique du texte et aux enjeux littéraires, proprement littéraires. Bon, mais on y reviendra, notamment avec les lectures linéaires, bien sûr. Vous devez voir et revoir le diaporama, que voilà, prendre des notes et mémoriser, c'est votre mission si vous l'acceptez. Et si vous ne l'acceptez pas, c'est pareil, bien sûr. La prochaine vidéo portera sur le parcours associé au rouge et noir, parcours associé dont je vous rappelle l'intitulé, le personnage de roman, esthétiques et valeurs. Esthétique et valeurs au pluriel, vous l'aurez compris. À bientôt.